À peine sorti du commissariat, il a fait arrêter le fourgon près d'une voiture suspecte. Regardez, cette jeune fille a essayé de percer un trou ici. Pourquoi faire? Pour y mettre le joint. Mais voici que le capitaine arrête une voiture. Cette femme va se retrouver mêlée à l'affaire. Elle va assister à la fouille comme un huissier. Avec ce témoin pris au hasard, la police évite toute contestation. Sous le siège avant, les policiers viennent de retrouver ce sac. Le capitaine a eu du flair. Il y a des amphétamines. Le sac appartient à cette femme. Pour elle, les sanctions sont immédiates. On va mettre tout le monde au courant. Vos employeurs, votre famille. Vous allez être fichés maintenant. Et on vous enlève le permis immédiatement parce que les toxicomanes n'ont pas le droit de conduire. Conséquences en cascade. La Russie ne plaisante pas avec la drogue. Ce sont mes premières images de Saint-Pétersbourg. Lumière dorée et cathédrale au fil de l'eau. La Venise du Nord m'en met plein les yeux. Je me balade dans un décor riche et coloré. Une ville immense posée sur la mer Baltique. C'était le rêve d'un tsar, Pierre le Grand. Il en avait fait sa capitale comme une porte ouverte sur l'Europe. Mais entre-temps, elle fut aussi la ville de Lénine, Léningrad. Ne reste du communisme que les bibelots qui se vendent sur les marchés. Les nouvelles icônes sont capitalistes et trônent à tous les carrefours. Je n'imaginais pas le pays aussi riche. Il y a aussi les laissés pour compte, les babouchkas avec leurs petites retraites, et tous les soldats oubliés d'Afghanistan ou de Tchétchénie. Saint-Pétersbourg a aussi une sale réputation. Je garde en tête des bribes de journal télévisé. À la chute du mur, on l'appelait la capitale du crime. 5000 morts en 10 ans dans les règlements de compte de la mafia. Moi aussi, j'ai fait la une des journaux pour des crimes que je n'avais pas commis. C'était Outreau. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, je garde une passion pour les affaires de police et de justice. Pendant mon séjour, je vais plonger dans la criminalité. Je partirai en patrouille avec la police de nuit. Je verrai les ravages de l'alcool et la faune des commissariats. Je remonterai les pistes, celles des violences d'extrême droite avec l'interview choc d'un leader néo-nazi. Celle aussi du trafic de voitures, avec la confession d'un mafieux aux 5 téléphones. Je serai témoin de la violence ordinaire, des bagarres de trottoir au crash de voitures. Je ferai aussi l'expérience de la violence gratuite, montée en spectacle avec le free fight, à mi-chemin de la boxe et du combat de gladiateurs. Pour m'ouvrir les portes, la jeune garde des journalistes russes, Yuri, Dasha et Natacha. Spécialistes des faits divers, ils m'entraîneront dans le monde de la nuit. Techno, champagne et cocaïne, avec parfois une descente des forces spéciales. Ce voyage dans les coulisses de la société me donnera les clés pour la comprendre. Comme un passeport pour le crime. Saint-Pétersbourg ne dort jamais. 4 millions d'habitants. Comme dans toutes les mégapoles du monde, la nuit est plus violente que le jour. Commissariat numéro 7, secteur central, il est 20h. C'est la première fois qu'une télévision étrangère est autorisée à suivre la police de Saint-Pétersbourg. Mon tournage commence à l'Armerie. Le numéro 10, s'il te plaît. Capitaine Banov, 40 ans. On nous donne des balles. De quoi remplir 2 chargeurs. Tout est en ordre. Apparemment, les armes sont strictement contrôlées. Ce sont des Makarov, les petits frères de la Kalash. Indémodables, ils sont sûrs et simples à manier.
Les patrouilleurs de service se mettent au garde à vous. Un pas en avant, marche. Demi-tour. Présentez votre carte. Vérification des plaques de police. En Russie, la police prend parfois des allures militaires. Ordre vous est donné de prendre votre service en respectant la correction la plus absolue vis-à-vis des citoyens. Prêt? À vos postes. À droite, marche. Qu'on se le dise, on ne badine pas avec la déontologie et on fait respecter l'ordre sans brutalité. C'est un samedi soir, pic d'activité pour la police. La patrouille ne va pas chômer. Dégagez votre véhicule. Dégagez, police. Premier appel, une bagarre à la sortie d'un bar. Où ça? Où ça? Où c'est qu'il a dit? Qui? Chut, qui? Qui, je répète? Qui? J'ai vu personne, je sais rien. Monsieur, qui vous a fait ça? Faites voir. On t'a cassé le nez ou quoi? Les dents? 4 dents en moins et le nez cassé. Il y a peut-être aussi un traumatisme crânien. Applique le coton. On lui a cassé 4 dents rue Domskaya, numéro 9. Merci d'envoyer une ambulance au plus vite. Il saigne beaucoup, merci. Là. Où exactement? Montrez-moi. Là? Ça s'est passé là, ici même? Là? À cet endroit, c'est ça? À quelques mètres, les videurs du bar observent la scène d'un drôle d'air. Y sont-ils pour quelque chose? Les ambulanciers font monter la victime, mais le capitaine n'en a pas terminé. J'arrive. Les gars, une petite seconde s'il vous plaît avant de fermer la portière. J'aimerais poser des questions au petit. Mon petit, dis-moi, t'es en mesure de te concentrer là? Tu peux essayer de me parler maintenant? Allez, vas-y, dis-moi qui t'a fait ça. À l'abri de l'ambulance, le jeune homme finit par désigner ses agresseurs. D'après ses dires, on l'a tabassé à coups de poing et à coups de pied. Ils étaient 3. Les 3 videurs du bar. Mais ils ont disparu. Le capitaine Banov part les chercher à l'intérieur. Peine perdue. Ils ont pris la fuite. Un avis de recherche est lancé. La victime part à l'hôpital. Nouvel appel. Une embrouille dans un restaurant. C'est à quelques rues seulement. Ici, les noctambules n'ont pas de problème de fin de mois. La patrouille pousse la porte d'un endroit plutôt branché. Vous êtes de la sécurité? Oui, je suis de la sécurité. C'est juste qu'il y a une table un peu agitée là-bas. Il y a même eu des coups de poing. Ok, allons voir. Au fond, ces 2 clients refusent de payer l'addition. On leur facture une bouteille de vodka qu'ils affirment ne jamais avoir commandée. Le problème, c'est qu'ils l'ont bu. Ils sont sortis manu militari, direction la cellule de dégrisement. On l'emmène au poste dans cet état? Il joue la comédie, tu vois bien. Le premier a filé droit, l'autre va résister. Ça n'a pas été facile, mais regardez bien. La porte du fourgon est restée ouverte. L'homme a réussi à sauter du fourgon.
Mais au jeu du gendarme et du voleur, c'est la bouteille de vodka qui va faire la différence. Avantage aux gendarmes, qui eux n'ont pas bu. Je l'ai chopé dans la rue là-bas. Excusez-moi, j'aimerais reprendre mon souffle. L'alcool, peut-être le fléau des fléaux en Russie. Et pour la patrouille, les interventions se suivent et se ressemblent. Querelle de sans-abri dans les couloirs du métro. À l'arrivée de la police, plus de force pour se battre. Pour les hommes, l'espérance de vie est tombée à 58 ans. Les ivrognes se font ramasser par la patrouille. Panier à salade, puis garde à vue. Surprise! Au commissariat, l'ambiance est assez calme, et même sobre. Pourtant, ces jeunes sont là à cause de l'alcool. On allait en boîte, on attendait tranquillement des copains, et on avait de l'alcool avec nous, dans ce sac. Les flics nous ont embarqués juste pour faire grossir les statistiques. Pourquoi ces coups de filet? Parce que la loi a changé. Interdiction de boire une seule goutte d'alcool dans la rue. Un comble en Russie. Mais aussi une injustice. Les plus modestes n'ont pas d'autre endroit pour boire. La jeunesse dorée, elle, s'enivre à l'abri. Et à 7 € le verre. « 7 h du mat', la patrouille de nuit est rentrée se coucher. Les hommes du capitaine Banov m'ont fait plutôt bonne impression. Quelques heures de sommeil plus tard, j'ai rendez-vous à l'autre bout de la ville. Petite leçon de débrouille avec Marina, ma traductrice. Faudrait qu'on trouve une station de taxi, peut-être? On n'a pas besoin de trouver un taxi. On peut faire juste un geste comme ça et n'importe quelle voiture s'arrête pour nous amener où on veut. N'importe qui peut te prendre. Tu payes et c'est tout. D'accord. Où tu veux aller, tu payes. Oh, oui, c'est toujours comme ça. Là, c'est pas toujours là. Finalement, les gens sont assez sympathiques, je trouve, hein, parce qu'on s'aide comme ça. Écoute, oui, mais ça peut être dangereux quand même. Il y a déjà eu des cas de problèmes, ouais. Bien sûr, tu peux être agressé, ça arrive. Quoi, genre je peux pas dire que des ça filles, arrive. Des filles, oui, et puis des vols aussi. D'accord. Ça vous arrive souvent de prendre des passagers comme ça Часто вы останавливаетесь, чтобы кого-то подвезти? Нет, только когда вижу красивых девушек, как вы. Non, seulement si je vois les jolies filles comme vous. Taxi improvisé, ça arrondit les fins de mois et ça met de bonne humeur. C'est encore mieux quand elles sont françaises. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai rendez-vous à la rédaction de Fontanka. Pour les faits divers, c'est la référence à Saint-Pétersbourg. Fontanka a l'œil sur tout. Fontanka n'est pas un journal classique, mais un site internet. Bonjour. Lui, c'est Evgeny, le patron, un ancien flic. Evgeny dirige 20 journalistes et s'est choisi un emblème qui donne le ton. Les pirates attaquent pour voler de l'or et nous on vole des infos. À part ça, on se ressemble. Ces quelques mètres carrés sont le cœur même de notre site. C'est ici que l'information se cuisine. Il y a peu de collaborateurs, encore moins de mètres carrés, mais d'après ce qu'on raconte, nos infos sont les meilleures. Conférence de rédaction. L'ambiance est tendue. Une lettre anonyme reçue ce matin même dénonce un meurtre gratuit. Un meurtre qui aurait été commis par des policiers.
2 agents du FSB en état d'ivresse ont pris à partie M. Khachatourian, qui rentrait chez lui. Ils l'ont violemment battu et quand il était à terre, ils lui ont tiré plusieurs balles dans la tête avec leur pistolet de service, un Assa. Incroyable! Les meurtriers seraient des officiers d'élite, membres de l'ex-KGB, rebaptisé FSB. Je vais d'abord vérifier dans le quartier si c'est vraiment arrivé, et puis on pourra partir de là pour savoir s'ils sont du FSB ou pas. Tatiana est chargée du dossier. Sous ses airs juvéniles, c'est une journaliste confirmée. Elle appelle ses sources au sein de la police. L'histoire est plausible. La police russe est connue pour ses bavures. Voici par exemple comment peut se terminer un carambolage. Les femmes ne sont pas mieux traitées. Ces images amateurs prouvent le tabassage. La police, elle, plaidera l'outrage. Tania a sa réponse. Sous couvert d'anonymat, ses contacts l'ont briefé sur l'affaire. Ils t'ont dit quoi? Mes sources confirment que les tireurs étaient bien du FSB. Ils étaient bourrés et ils ont dû commencer à brancher la victime. La victime a répondu et alors ils l'ont tabassé. Il est mort, mais il y a un témoin. Donc on publie. Ok, je vais dire à Julia de contacter le tribunal militaire. Je décide de me rendre sur place, sur les lieux du crime. Au carrefour, une photo de la victime. Un petit hôtel a été improvisé à l'endroit où il a été abattu. Je pensais que c'était un accident de la route et je découvre que c'est tout autre chose. Je suis choquée. Ces mêmes gens qui sont censés nous protéger tuent des innocents. C'était notre voisin. On le voyait tous les jours dans la cour à réparer des voitures. Il était mécano. C'était un bon père de famille. Quand j'ai appris sa mort, j'étais sous le choc. Comme les meurtriers sont du FSB, les témoins risquent de recevoir des menaces par téléphone. Ils vont subir des pressions, ou même être attendus en bas de chez eux. Cette voisine a raison de se méfier. Nous apprenons que les 2 assassins présumés habitent le quartier et viennent d'être relâchés. Je frappe à la porte de la veuve, Natacha Khachatourian. Elle se terre chez elle et vit avec les rideaux fermés même en plein jour. Natacha et Zviadi sont d'origine arménienne. Ils se sont rencontrés et mariés à Saint-Pétersbourg. C'était il y a 12 ans. J'ai 2 enfants. Je ne sais pas. Je n'imagine même pas comment je vais vivre sans lui. Je ne sais pas. C'était la personne la plus importante dans ma vie, qui m'était la plus proche et la plus chère. Il était mon compagnon, mon ami. Il était tout. Natacha est perdue. Elle a mis ses 2 enfants à l'abri d'éventuelles représailles. En haut, c'est l'aîné, et en bas, c'est le plus jeune. Je considère que de tels individus n'ont pas leur place au sein du FSB. Comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance maintenant? Comment? Des forces de l'ordre comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je ne laisserai pas passer ça. Une femme seule commence un long combat pour la justice. Demain matin, un rassemblement est prévu à la mémoire de son mari. Rendez-vous est pris. « 10 heures.
Natacha mène le petit groupe, la famille, quelques amis. Pour ce dernier geste, ils ne sont qu'une poignée. Des Arméniens pour la plupart. Leur silence me surprend. J'imagine les manifestations de colère qui auraient eu lieu en France. Cette communauté meurtrie est-elle résignée ou seulement recueillie? Aucun voisin n'a voulu ou osé se joindre à la cérémonie. Pourtant, tout le quartier est au courant. Un homme veut me parler. Allons par là. C'est un ami de la victime, le dernier à l'avoir vu vivant. Nous étions chez moi à parler autour d'un thé. Il est parti après 2 heures du matin. Oui, j'ai entendu les coups de feu, bien sûr. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était lui. La Russie d'aujourd'hui est loin d'être sans danger. Dans la rue, oui, il peut arriver n'importe quoi, pour rien. Et il vaut mieux éviter de se précipiter vers un agent en uniforme pour demander de l'aide. C'est aussi dangereux. La justice russe saura-t-elle identifier et punir les coupables? Si la police s'attaque aux citoyens, le sentiment d'insécurité est sans limite. Les habitants de Saint-Pétersbourg ont pourtant bien besoin d'être protégés. Il y a ici 10 fois plus d'homicides qu'en France. Braquage, prostitution, drogue. Des faits divers choquent pour un JT qui n'a pas froid aux yeux, celui de TSB. 10 minutes par jour sur l'insécurité ordinaire à Saint-Pétersbourg. Et la reine du frisson, c'est elle. Elena Vishnevskaya. Elle présente depuis ce petit studio. Je dois me faufiler entre les câbles. Vous êtes présentatrice de l'émission depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Oui, 10. Ce journal de faits divers bat des records d'audience, malgré ses petits moyens. Voici Dasha, l'une des 6 journalistes de l'équipe. Qu'est-ce que vous faites là, Dasha? Là, je dérush un sujet que nous avons tourné le week-end dernier, samedi. Nous avons suivi dans une boîte de nuit une descente de la brigade des stupéfiants. On travaille très régulièrement avec la police. Il y avait les forces spéciales qui contrôlaient les clients du club pour savoir s'il y avait de la drogue sur eux. C'est un classique du métier. Pour alimenter l'antenne et fournir 10 minutes de crime chaque jour, le plus simple est de travailler avec la police. Moins 3 degrés. Oups, bien chaud. Dasha m'a donné rendez-vous le lendemain au commissariat numéro 64. Reportage du jour, l'arrestation de 2 dealers. Tu vas faire quoi là alors? On va faire des interviews avec tout le monde sur l'affaire qui concerne ces 2 jeunes gens qui ont été interpellés. Lors de la fouille de 2 individus, nous avons pu trouver sur l'un d'eux 7 plaques de couleur marron, ressemblant à la substance narcotique appelée hashish. Et que disent les prévenus à ce propos? L'un d'eux affirme que ces substances ne lui appartiennent pas. Dans ce sac plastique, le kilo de hashish saisi par la police. On n'a rien fait, l'enquête le démontrera. Quand on nous a arrêtés, on n'avait rien sur nous. Innocents ou pas, ils passeront dans le journal ce soir.
Entre la télé et la police, c'est gagnant-gagnant. C'est votre quotidien aussi de travailler en collaboration avec les journalistes? Oui, nous faisons aussi des appels à témoins. Nous montrons les prévenus à la télévision et nous recueillons ensuite le témoignage de ceux qui les ont reconnus. Ça nous permet d'étoffer le dossier d'instruction. Le tournage continue. Le caméraman est comme chez lui. Une seconde. Bon les gars, vous allez reculer un peu, vous allez me refaire votre entrée, puis vous fermerez la grille et vous ferez quelques pas droit devant vous. Les policiers jouent le jeu. Ils sont tous fans de l'émission. Et la collaboration marche dans les deux sens. On va se mettre d'accord sur 2-3 questions. De toute façon, que ce soit vous ou nous, il n'y a pas une grande différence. Donc je vous propose comme première question, sait-il de quoi il est accusé? Ou plutôt, pourquoi l'a-t-on arrêté? Et puis ensuite, de quoi le suspecte-t-on? C'est ce qu'on appelle une belle complicité. La télévision est même autorisée à faire ce qui serait impensable en France. Poser des questions aux suspects. C'est entre l'interview et l'interrogatoire. Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions qui vous seront posées. J'ai compris. Vous dites que quelqu'un vous a demandé de faire ça, mais vous connaissiez ces gens, ceux qui vous ont demandé ce service? Je connaissais une des personnes. C'est pourquoi j'ai joué le jeu. J'ai fait ce qu'il me demandait. Vous voulez dire que c'est quelqu'un de proche de vous? Non, juste une connaissance. Cela doit faire 6 mois que je le connais, 7 tout au plus, je ne sais pas. Avec ce genre de mise en scène, on voit mal comment la télévision pourrait un jour critiquer la police. Dasha assume. Cela ne me choque pas du tout. Je trouve qu'il est important de montrer les criminels. Voilà. Et je pense que dans une certaine mesure, les médias aident à élucider un grand nombre de crimes. Le soir venu, je regarde la séquence à l'hôtel. Le visage du dealer présumé n'est pas flouté. Il n'est pas jugé, mais au tribunal de l'audimat, c'est comme s'il était déjà coupable. Du temps de l'Union soviétique, la télévision diffusait les procès des ennemis du communisme. Aujourd'hui, il en reste peut-être quelque chose. 70 ans de dictature. Pour le visiteur de passage, ce n'est que du folklore. Mais dans les esprits et dans les lois, l'URSS n'est pas morte. Exemple avec une institution qui a survécu, la police de quartier. Lieutenant Alexandre Vinokourov, 27 ans. Il est en charge d'une partie du centre-ville, 500 appartements et des habitants qu'il connaît par leur prénom. C'est la police. Ouvrez, merci. Ivan Evanovitch, 87 ans. Entrez, entrez. Vous le sortez ou c'est moi? Il est là? Oui, en bas, en bas. Alexandre s'intéresse au vieux fusil de chasse d'Ivan. C'est un beau fusil de chasse. Pourquoi vous effectuez des contrôles comme ça chez les personnes qui ont des armes? Parce que beaucoup de crimes sont commis avec des armes non enregistrées. Pour faciliter les enquêtes, nous faisons un recensement et des vérifications. Ça nous fournit des données qui peuvent s'avérer utiles. Peut-être que le coup a été tiré avec cette arme-là. Oui, mais peut-être pas avec ce fusil de chasse. Au royaume de la Kalachnikov, les armes de guerre circulent sous le manteau pour moins de 100 $.
Le fait que la police vienne vous contrôler comme ça ne vous dérange pas? Tout ça est fait dans notre intérêt. Il y a suffisamment d'armes qui circulent dans notre pays, comme dans le vôtre d'ailleurs. C'est bien comme ça. Allez, au revoir. Au revoir. Pour Alexandre, toujours le même accueil sympathique et coopératif. Cette vieille dame est l'une de ses meilleures informatrices. Elle a grandi sous l'ère soviétique. À l'époque, la dénonciation était un devoir citoyen. Les communistes faisaient la chasse aux bourgeois. Les plus beaux appartements étaient confisqués. On y logeait les plus modestes, une famille dans chaque pièce. Alexandre m'emmène dans l'un de ses appartements communautaires. Bonjour, c'est la police de quartier. À l'intérieur, un bric-à-brac et des odeurs de cuisine. Plusieurs familles s'entassent ici. Et cette locataire est très en colère. Je suis encore en train de nettoyer les toilettes. En rentrant du travail, je les ai retrouvées dégueulasses. C'est leur faute à eux, là. Moi, je viens de me lever. Mais entrez, je vous en prie. Qui d'autre est chez toi? Ben, ma femme. Et tu te plains de ne pas avoir d'argent, hein? Ben oui, j'ai beau chercher, je trouve pas de travail. C'est ça, oui. Tu m'en diras tant. On en a déjà discuté tous les deux, pourtant. Ben oui, on en a déjà discuté. Sa femme, sous les couvertures, ne s'est même pas aperçue de notre présence. T'as entendu le chien? Ils sont à la maison, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se saoulent? Ils pioncent, c'est con. Hé, Steva! Ferme ta gueule, putain! Oh, la tronche que t'as. Tout doux, oui, doucement. Il n'est pas interdit de se saouler chez soi. Alexandre ne peut rien faire. Là, c'est la cuisine. Chaque occupant a sa place attitrée. Un coin pour préparer à manger, des placards de rangement. Chaque chambré a son coin. À chacun ses provisions. Et pour tous, cette baignoire. La cuisine fait aussi salle d'eau. C'est dans cette pièce que la promiscuité est la plus grande, avec parfois des envies de meurtre. Alexandre me raconte que cet homme a voulu poignarder ses deux voisines. Il était ivre. Il leur reprochait de ne pas ranger la cuisine. Ce soir, les couteaux resteront sagement rangés, grâce, peut-être, au travail de fourmi d'Alexandre. Je suis également persuadé que ce travail permet de diminuer le nombre d'infractions et de délits. C'est pourquoi le travail d'un policier de quartier est l'un des plus essentiels et des plus anciens. Il a plus de 80 ans. Là où nous allons maintenant, c'est très étroit et très bas de plafond. Et ça sent très mauvais. Donc faites attention à vos pieds, à votre tête. Oui, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de verrou. Quelqu'un l'a arraché, donc il y aura peut-être des gens à l'intérieur. Je dis bien peut-être. C'est mauvais signe, parce qu'il devrait y avoir un verrou. Faites attention.
Attention, c'est des excréments. Monsieur, bonsoir. Je suis le policier de quartier. Que faites-vous ici, hein? Je dors là. Vous avez des papiers? Non. Vous êtes SDF? Oui. Quand est-ce que tu t'es présenté à un poste de police pour la dernière fois? Il y a 2 semaines. En Russie, les sans-abri sont fichés. Impossible de passer à travers les mailles du filet policier. Encore un héritage de l'époque soviétique. Et ça arrive souvent, vous retrouvez souvent des gens comme ça dans les cages? Oui, ça arrive souvent. Et malheureusement, le travail que je viens de faire sera bientôt à refaire. Ils vont libérer les lieux pendant un jour ou 2, et après on a beau mettre un verrou, ils l'arracheront quand même. La police de quartier sait aussi se montrer intraitable. Dehors, les températures sont négatives. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Alexandre. En Russie, c'est comme si la révolution n'avait jamais eu lieu. Les riches sont très riches et les pauvres sont très seuls. Entre l'opulence et la misère, on dirait que l'État ne fait pas grand-chose. Je rentre à l'hôtel en taxi avec Vladimir, un ténor du volant. Taxi karaoké, il fallait l'inventer. Vladimir l'a fait. Il y a beaucoup de taxis comme vous à Saint-Pétersbourg? Non, mon taxi est unique. Il n'est pas aux normes. Saint-Christophe, patron des automobilistes. Faites que Vladimir n'ait jamais d'accident en regardant son écran. Un accident, je vais en voir un le lendemain matin. L'équipe de la télévision TSB est déjà sur les lieux. Lui a eu beaucoup de chance. C'est le conducteur de la voiture accidentée. Il est encore sous le choc. Ça va? Laissez-moi tranquille à la fin. C'est grave? Un gros accident, oui, très violent. Pour l'instant, le conducteur n'est pas vraiment en mesure de nous expliquer ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il s'est encastré dans la partie arrière du camion. Il avait peut-être déjà perdu connaissance au moment de l'impact. Les dégâts sont impressionnants, mais pour TSB, c'est la routine. J'ai vu bien pire. Par exemple, quand il ne reste plus rien d'une voiture. Là, c'est encore un moindre mal. La preuve par l'image, avec les caméras de la police. Toujours plus de circulation, avec la neige, la vitesse et l'alcool. Et pas de quartier pour les piétons. En Russie, impossible de déplacer une voiture même égratignée avant l'arrivée de la police. Une question d'assurance. Du coup, à chaque accident, c'est l'embouteillage assuré. Pour fluidifier le trafic, Vitali, le caméraman, a bien une petite idée. Les femmes au volant, c'est plutôt dangereux. Dans la majorité des accidents de la route, c'est une femme qui est impliquée. Un brin macho, l'homme russe. Sur la route, la police veille. Il y a les chauffards et puis tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Comment les repérer dans le flot des voitures? Avec cet œil électronique. Il reconnaît les plaques d'immatriculation en temps réel et les compare avec le fichier du banditisme ou de la violence routière. Regardez bien.
Le capitaine est en train de nous vanter cette technologie. Le conducteur impliqué dans un accident avec des victimes. La Lada est partie sur les chapeaux de roue. Cette voiture est recherchée. Au bout de la course-poursuite, pas de mafieux en cavale, mais une simple conductrice, tout étonnée d'être arrêtée. Vous savez que votre véhicule est recherché? Vous l'ignoriez? Alors je viens de vous faire une bonne surprise. Le véhicule en question est recherché pour un délit de fuite. La conductrice n'est pas au courant. Bon, évidemment, on va prendre sa déposition et faire un procès-verbal. L'ordinateur s'est-il trompé? Ou bien est-ce la bonne voiture, mais pas le bon conducteur? Cela promet peut-être une explication orageuse de retour à la maison. Je retrouve le capitaine Banov pour une deuxième nuit de patrouille. À peine sorti du commissariat, il a fait arrêter le fourgon près d'une voiture suspecte. T'entends, elle voulait faire un trou. Regarde, elle avait déjà commencé. Un trou dans une bouteille. Pour la patrouille, c'est comme un flagrant délit. Restez ici, s'il vous plaît. Pourquoi vous étiez en train de faire ça? Juste comme ça, pour m'amuser. Quoi? Oui, juste comme ça. Regardez, cette jeune fille a essayé de percer un trou ici. Pourquoi faire? Pour y mettre le joint. Après, la fumée remplit la bouteille, on dévisse le bouchon et on aspire tout. Le temps de nous arrêter et de sortir du fourgon, on s'était fait repérer par ces jeunes qui ont pu en profiter pour jeter ce qu'ils avaient. Des sachets en plastique, une boulette d'alu, des trucs dans ce genre-là, quoi. Fouille au corps dans le fourgon. Mais voici que le capitaine arrête une voiture. Bonjour, c'est le capitaine Banov de la section principale. Je vous prie de m'excuser, c'est juste l'affaire de quelques minutes. Pouvez vous arrêter, s'il vous plaît? Cette femme va se retrouver mêlée à l'affaire. Je dois filer à l'aéroport. C'est possible de faire ça rapidement? En fait, le capitaine vient de recruter une auxiliaire. Elle va assister à la fouille comme un huissier. Avec ce témoin pris au hasard, la police évite toute contestation. Veuillez sortir de la voiture maintenant. Ouvrez la portière conducteur. Les témoins, approchez-vous. Peut-être que la présence des deux témoins va vous mettre dans le bon état d'esprit. Vous n'avez rien sur vous? Vous êtes bien sûr? Sous le siège avant, les policiers viennent de retrouver ce sac. Ouverture sous le regard du témoin. Le capitaine a eu du flair. Il y a des amphétamines. Le sac appartient à cette femme. Pour elle, les sanctions sont immédiates. On va mettre tout le monde au courant. Vos employeurs, votre famille. Vous allez être fichés maintenant. Et on vous enlève le permis immédiatement parce que les toxicomanes n'ont pas le droit de conduire. Mais je suis pas toxico, moi. Oui, tout le monde dit ça, vous savez. Conséquences en cascade. La Russie ne plaisante pas avec la drogue. Direction le commissariat pour un interrogatoire. L'automobiliste témoin doit suivre elle aussi. Sa soirée est fichue. Il est 2 h du matin. Dans les cellules, les gardés à vue dorment déjà.
La toxicomane présumée reconnaît les faits. Mais elle a une explication. C'est parce qu'elle est mère de famille que tout cela est arrivé. J'en ai pris pour me faire une opinion. Si jamais un jour mes enfants y goûtent, ou que quelqu'un leur en propose, je saurai ce que ça fait. C'est de la curiosité, voilà tout. L'automobiliste, prise comme témoin, prend son mal en patience. Il est bientôt 4 heures du matin. Pour que la loi soit respectée, il faut que chacun mette du sien. De toute façon, c'est la règle. Les gens savent qu'ils peuvent faire appel à la police. Alors, quand la police fait appel à eux, c'est normal que les citoyens répondent présents. Sinon, il n'y a pas d'ordre. Bel exemple de civisme. Et en même temps, quel aveu. Comme si, sans témoin, la police allait forcément manipuler la procédure. La mère de famille signe sa déposition. Elle va finir sa nuit en cellule. À cette heure avancée, il existe un lieu qui palpite comme en plein jour. L'Arena, la discothèque la plus glamour de Saint-Pétersbourg. Y a-t-il ici des substances interdites? Cocaïne, amphétamine ou héroïne? En tout cas, la drogue est devenue la première cause de mortalité chez les jeunes Russes. Les autorités lui ont déclaré la guerre. Et elles le font savoir. Inauguration ce matin du nouveau siège des forces spéciales. C'est l'élite de la police. Discours du nouveau super flic de la ville, le général Soukhodolski. Parmi ses priorités, la lutte contre le trafic de drogue. Le lendemain, je pars sur le terrain avec les forces spéciales. Le patron de l'opération me prend avec lui. Interdiction de montrer son visage. L'objectif, une boîte de nuit à la périphérie de Saint-Pétersbourg. Nous nous sommes rapprochés de la discothèque. On est maintenant à 5 minutes. Si jamais il y a une transaction, nous pourrons agir immédiatement et obtenir le flagrant délit. Un policier est déjà à l'intérieur, en civil. Le patron attend son feu vert pour intervenir. 1 heure plus tard, un SMS. Il semblerait que le dealer ne soit pas là et qu'on n'ait aucune raison d'attendre plus longtemps. Le dealer a-t-il flairé le piège? Les hommes en noir débarquent en force. Ambiance glauque. Les derniers fêtards ne sont pas plus impressionnés que ça. J'ai ma conscience pour moi. Le patron de l'opération fait tout retourner. Et dans la salle de billard, Vous voyez qu'on n'a pas mis fin aux festivités pour rien. Ça, ce sont les amphétamines. Toi, tu continues à fouiller les lieux, d'accord? des sachets, ils en trouveront d'autres, derrière la platine du Didier. Hashish, amphétamine, et même planqué derrière ce panneau, une seringue. C'est suffisant pour faire fermer la discothèque. La drogue, ça n'est jamais vendu dans les rues. C'est pas comme dans les films américains où les dealers arpentent les trottoirs. Chez nous,
Les deals se font en général dans les appartements ou en boîte. Le quadrillage policier y est peut-être pour quelque chose. Sur la piste de danse, tout le monde a repris ses esprits. C'est la gueule de bois. Test de dilatation des pupilles. Bonjour mademoiselle, vous pouvez me regarder dans les yeux s'il vous plaît? Merci, c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous, la sortie est par là. Lui aussi est à jeun. Ses yeux réagissent normalement à la lumière. Bon, on embarque tout au poste et on va voir ce qu'on a réussi à trouver. Très bien. Ok, on interrogera les deux DJ, ils sont vraiment défoncés. Au final, nous avons quelques personnes qui ont consommé de la drogue. Nous allons continuer de les interroger pour savoir qui les a fournis, quand et comment. Notre mission principale est de remonter aux fournisseurs. En attendant, les policiers explorent les lieux et font une découverte. À l'étage, un jacuzzi, une table de massage et des chambres. La discothèque est un bordel. Les prostituées se sont envolées. L'endroit a pourtant l'air d'un simple bâtiment commercial. Impossible de deviner la main de la mafia. La mafia, c'est aussi les voitures volées. Une trentaine par jour à Saint-Pétersbourg. En Russie, les petits salaires tournent autour de 200 € par mois. Une voiture de luxe, c'est la fortune sur 4 roues. J'essaye d'en savoir plus sur ce trafic. Ce matin, j'ai reçu un SMS. Un trafiquant accepte de parler. J'attends depuis plus d'1 heure. Le voici. Au volant du plus coûteux des 4x4. T'arrives ? Alors quel est votre rôle dans le vol des voitures ? En fait, quand une voiture est volée, les voleurs me la vendent pour que je l'officialise. Alors je me retourne vers certaines personnes pour qu'ils changent le numéro d'immatriculation et fassent des nouveaux papiers. Et est-ce que c'est un bon business ? Oui, c'est un très bon business, c'est très rentable. Je pense qu'il vient en 4e ou en 5e position après le trafic d'armes et les stupéfiants. Sans contact, sans protection, tu ne survis pas dans ce business. Parce qu'on peut très bien t'arnaquer ou te balancer. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu tombes à la première voiture. Oui. 3, 4, 5 téléphones. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, c'est un de mes différents téléphones. Je te rappelle, hein, d'accord ? Il faut absolument avoir plusieurs numéros qui correspondent à des gens différents. Comme ça, on n'est pas repéré. Et est-ce que les voitures, ce sont uniquement des voitures qui sont volées en Russie ou est-ce que vous en avez aussi qui sont volées à l'étranger ? Non, non, je ne fais pas ça qu'en Russie. Parce que les voitures volées à l'étranger, c'est vraiment beaucoup moins risqué. Et votre Porsche Cayenne, là, c'est une voiture volée aussi ? Non, non, bien sûr que non. Les gens de ma profession ne peuvent pas se permettre de rouler avec des voitures volées. Ce serait le prétexte idéal pour que la police m'arrête. Légal ou pas, ce carrosse éveille les soupçons du gardien. Notre gorge profonde sent le danger et abrège la conversation. La mafia russe a exporté son savoir-faire. Elle contrôle le trafic de voitures volées dans toute l'Europe. Et c'est la spécialité de Yuri, un jeune journaliste d'investigation. Son cheval de bataille même. Mon objectif, c'est de prouver que ces choses-là ne passent pas inaperçues, à la fois pour nos lecteurs et pour ceux qui trafiquent. Yuri nous conduit à la fourrière. Derrière ces grilles, des voitures volées qui attendent leur propriétaire. Yuri a rendez-vous avec un de ses contacts, un homme clé qui enquête pour le compte des assurances.
Ce numéro, c'est la carte d'identité de la voiture. Il est faux, comme cette plaque. La voiture a été volée et l'identité maquillée à Saint-Pétersbourg. C'est grâce aux informations du boîtier électronique que j'ai finalement retrouvé le numéro d'origine et son propriétaire. Yuri prend des photos pour illustrer son futur article. C'est dangereux? Bien sûr que j'ai peur. Mais sinon, à part moi, qui va le faire? Sans surprise, il y a la grosse berline allemande et 4x4 de luxe. Plus surprenant, des tractopelles. En Russie, on vole tout ce qui roule. Il suffit d'être bien outillé. Ça, c'est l'outil préféré des voleurs. Je l'ai retrouvé dans la voiture. Avec ça, vous ouvrez toutes les serrures de la même marque. Regardez, ici, c'est écrit Mazda. Ça s'appelle un crochet. Je vais vous montrer. Vous introduisez, vous faites tourner, et voilà. Pas besoin de casser le carreau avec ce genre de passe-partout. Mais les voleurs ont un outil encore plus efficace, à qui rien ne résiste. Quelqu'un qui veut voler une voiture a toujours dans sa poche, en fonction de la voiture, une liasse allant de 1000 à 10 000 $. Si la police l'attrape en flagrant délit, il sort l'argent et peut s'en aller. Et parfois même au volant de la voiture qu'il vient de voler. Quelle corruption! Arrivez à acheter ceux qui viennent de vous arrêter. J'ai du mal à le croire. Yuri pourtant va me convaincre. Direction la police routière. Là, c'est l'antenne de la police routière. Et là, c'est le garage des patrouilles. Devenir agent de la circulation, c'est le rêve pour n'importe quel flic. Il y a même des gens qui sont prêts à payer pour ça. Tu as des pouvoirs presque illimités. Tu peux toujours te démerder pour faire passer pour sous un mec parfaitement à jeun. C'est très rentable. La preuve sur ce parking. Voici les voitures personnelles des policiers. Ce n'est pas avec leur salaire qu'ils ont pu se les offrir. Acheter une telle voiture légalement, c'est quasiment mission impossible pour un policier. Son salaire est entre 500 et 600 €. Alors qu'une voiture pareille coûte au bas mot 28 000 €. C'est uniquement avec la corruption et les pots de vin qu'il peut se permettre un tel luxe. Regardez sur celle-ci, la plaque est même gravée. MVD, ministère de l'Intérieur. Une imprudence. Avec cette plaque, le propriétaire a trahi son appartenance à la police. Comment pourra-t-il justifier son achat? Yuri essaye de le rencontrer. Peine perdue. À Saint-Pétersbourg, la police ne connaît pas la crise. Elle est à tous les coins de rue. Tous les Russes le savent, mieux vaut l'éviter. Un exemple, l'alcool au volant. Le taux légal n'est pas 0,5 comme en France, mais 0. 0 en théorie. En pratique, on peut toujours négocier. Sur ces images amateurs, l'automobiliste propose un pot de vin. Transaction discrète dans la voiture de police. Le policier ne prend pas les billets en main, mais les accepte. Pour une centaine d'euros, il va rendre le permis. L'argent de la corruption est partagé avec les chefs. Ici, un policier en donne la moitié à son supérieur. Il y a 2 ans, un policier a brisé la loi du silence, le commandant Alexis Dimovski. Quelques semaines plus tard, il sera radié de la police. Depuis mon arrivée à Saint-Pétersbourg, je n'ai pas encore été arrêté. Mon chauffeur de taxi vient de franchir une ligne blanche. Restez assis, je vais voir. Nous volons quelques images.
5 minutes de négociation. Et le voilà de retour. Combien a-t-il donné? En principe, tu donnes ce que tu peux. Mais si tu donnes trop peu, il ne te laisse pas partir. Pour 500 roubles, il ne te parle même pas. Il avouera plus tard avoir lâché 1000 roubles, 25 €. Pas facile d'admettre la corruption, surtout pour celui qui est corrompu. Mais je vais recueillir un témoignage exceptionnel. Un gradé qui accepte de dénoncer ce qu'il appelle le système. Les généraux de la police offrent des voitures à leurs fils et s'achètent des Dacia valant des centaines de milliers de dollars. Et nous entretenons les véhicules de service à nos propres frais. L'essence pour les voitures de patrouille est de notre poche. Les stylos et le papier pour les procès-verbaux sont de notre poche aussi. L'uniforme, c'est à nos frais. 99% des effectifs, d'une façon ou d'une autre, sont corrompus. Le système lui-même les y oblige. Le système, pour qu'il change, il faudra que les policiers disent non. Combien sont-ils comme cet homme à subir en silence? Cela fait 9 jours que Zvialdi, l'Arménien, est mort sous les balles de la police. Aujourd'hui, ses proches sont au cimetière. C'est une tradition orthodoxe. Au 9e jour, l'âme du défunt quitte le corps et monte au ciel. Natacha la veuve serre son fils. Il fait très froid autour du disparu. Pour se réchauffer les uns les autres, la vodka circule. On mange sur le pouce. Chagrin et colère aussi. Le FSB devrait être le premier à dénoncer cette affaire, le premier à condamner cette brebis galeuse. Une famille honnête se retrouve complètement livrée à elle-même, obligée de se défendre par ses propres moyens. C'est le plus terrible dans tout ça. C'est au-delà du révoltant. Je n'ai même pas de mots pour ça. Nous avons bien des lois et des structures qui nous protègent, mais nous devons les pousser à le faire. C'est nous qui devons mettre la machine en branle, alerter les médias, passer par Internet. La loi ne bouge pas, elle ne fait rien. On doit la faire bouger. Cette femme souffre et elle doit en plus se défendre toute seule, se défendre elle et ses enfants. Voilà comment ça se passe chez nous. Je me promets de repasser voir Natacha avant mon départ. Triste tableau. Cette veuve brisée s'en remet plus à l'Église qu'à l'État. Face à l'arbitraire, face à la corruption, les victimes sont bien seules en Russie. Au dehors, la société est brutale. Dans la pénombre des églises, il y a des paroles rassurantes et des musiques sacrées. La prière comme une bulle hors du temps, comme un instant de répit. Au dehors, il y a quand même quelques individus qui se lèvent contre l'État, contre les abus de pouvoir. Leur nom de code, Voïna, la guerre. S'attaquer au symbole, rien de plus efficace pour ces rebelles. Renverser une voiture de patrouille,
embrasser les femmes en uniforme ou narguer les pontes de la police. En 24 secondes chrono, graffiti géant sur le plus grand pont levant de la ville. Et voici un phallus de 65 mètres de hauteur, érigé juste sous les fenêtres du FSB. Une blague de potache qui ne fait pas rire les autorités. Voici les deux leaders de Voïna. Natalia, surnom la chèvre, et Oleg, surnom le voleur. C'est un couple d'artistes. Ils ne se séparent jamais de leur dernier-né. Arrêtés, relâchés, poursuivis à nouveau, Oleg et Natalia passent à la clandestinité. Ni téléphone, ni adresse. Mais je finis par obtenir un email. Rendez-vous est pris. 19h30 devant le musée de la Marine. Je suis avec Marina, ma traductrice. Personne. Et puis Natalia arrive, en vélo. Elle vérifie notre identité. Son compagnon Oleg nous observait depuis tout à l'heure. Son enfant sur le dos. Nous partons sur les quais de la Neva. Je vous propose de descendre quelques marches, histoire de ne pas attirer l'attention. Pas de promeneurs. Il fait -5 degrés. J'ai sur mon ordinateur les images de leurs exploits. Alors là, cette action que vous avez faite, c'était pour protester. Pourquoi ? Ce que nous essayons de faire avec ces opérations, c'est contester la corruption qui étouffe la société, comme l'étoufferait une cellule de prison. La corruption empêche les gens de vivre. C'est pour ça qu'il faut la remettre en question, et de préférence de manière forte et expressive. C'est ce que nous faisons, nous, les artistes. Nous appelons les gens à changer les choses et à lutter contre cette corruption. Ce que nous aimerions par-dessus tout, c'est que les gens cessent d'avoir peur. Nous essayons de montrer qu'il n'y a rien de terrible à proclamer ses convictions. Aujourd'hui, votre vie est compliquée et difficile. Est-ce que vous regrettez vos actions par rapport à ça? Non. Et nous sommes prêts à répondre du moindre de nos actes. Et si c'était à refaire, nous le referions sans hésiter. Nous sommes sous le coup d'une recherche fédérale de la police, à travers tout le pays donc. Et je suis en plus sous le coup d'un mandat de recherche international. Mais en fait, pour l'instant, nous ne faisons que nous échauffer. Tout ce que vous avez pu filmer, c'est un échauffement. Des gamineries d'adolescents. Mais bientôt, nous serons grands, et là, nous passerons aux choses sérieuses. Faut-il entendre une menace? Ces agitateurs d'extrême gauche veulent-ils passer à des actions plus violentes? Pour l'instant, le danger vient plutôt de l'autre bord. « 4 novembre. Aujourd'hui, l'extrême droite voulait défiler dans le centre de Saint-Pétersbourg. Le pouvoir a dit non. Ce sera un meeting en banlieue et sous haute surveillance. Gloire à la Russie! Gloire à la Russie! Dans la foule, crâne rasé et visage cagoulé. Mais aussi les plus jeunes et les plus âgés, nostalgiques de la grandeur soviétique. Ce 4 novembre, l'extrême droite commémore une très vieille bataille. Il y a 400 ans, les Russes chassaient les envahisseurs polonais. Aujourd'hui, c'est une autre invasion qui fait peur. Pourquoi viennent-ils ici? Ils viennent prendre nos emplois et ils viennent nous tuer. Et en plus, ils volent l'argent des programmes d'aide du gouvernement. Vous comprenez ça? Ils, les étrangers bien sûr. Mais il y a plusieurs catégories apparemment. Moi, je pense que le vrai problème, c'est le pouvoir qu'on donne aux Juifs. Ils en profitent pour faire venir sur notre terre des hordes de culs noirs d'Asie et du Caucase. Sans Youpin, plus de culs noirs. Je veux dire, sans Youpin, on leur fera un tel accueil à ces culs noirs que leurs arrière-petits-enfants chieront dans leurs frocs, rien qu'à imaginer ce que leurs grands-pères auront subi. De la haine à l'état brut.
On aurait pu s'en douter avec ces drapeaux. La croix gammée n'est pas loin. Et le passage à l'acte non plus. Regardez bien. Ce jeune manifestant est armé. Un tir en l'air, comme une sommation. Parfois, il n'y a pas d'avertissement. Moscou, décembre 2010. 5000 crânes rasés déferlent dans les rues pour venger l'un des leurs. Chasse à l'homme et délit de faciès. Heureusement, la police s'interpose. 30 blessés, dont 6 graves. Le pire est évité. Qui sont ces militants néo-nazis? Voici leur chef, Dimitri Bobrov. Bobrov, un nom qui sent le soufre. L'ancien chef de Schulz 88, un groupuscule de sinistre mémoire. Au début des années 2000, il semait la terreur à Saint-Pétersbourg. Bataille rangée, passage à tabac, agression gratuite. L'ultra-violence allait jusqu'à l'irréparable. Au moins un meurtre raciste par mois. Evgueni s'en souvient. Le patron du site Fontanka a enquêté sur ces mouvances néo-nazis. Au premier rang, Schulz 88, le mouvement de Bobrov. Voilà ce qu'ils éditent. Il s'agit d'un journal illégal, mais c'est un journal quand même. Et là, vous avez un deuxième, une vraie œuvre d'art, signée Schulz 88. L'auteur est de Saint-Pétersbourg, c'est Bobrov. C'est ce qu'il publiait avant d'être arrêté. Vous y trouvez tout et n'importe quoi. J'ai eu entre les mains leur programme politique. Je peux vous dire que le sang versé pendant la Révolution d'Octobre ou la Révolution française, c'est rien en comparaison. Ce sont des vrais dangers publics, des monstres, capables de crever des yeux, d'assassiner un des leurs, de boire du sang, qui sait. Et là, il s'agit du corps découvert par la police d'un de leurs combattants. Ils avaient décrété que c'était un traître. Et un traître, ça s'exécute. Des dangers publics, à qui le pouvoir de Poutine va casser les reins. Les meurtriers prennent perpétuité. Les mouvements sont dissous. Les meneurs sont arrêtés, comme Bobrov, qui fera 3 ans de prison. Aujourd'hui, il est libre et ne renie rien. Il accepte de me rencontrer. Vous êtes le fondateur du groupe Schulz 88. Où en est votre groupe aujourd'hui? Ça fait longtemps que le tribunal a interdit notre organisation. La majorité de nos membres ont été condamnés et la plupart purgent encore leur peine aujourd'hui, y compris certains qui ont écopé de la perpétuité. Donc notre organisation n'existe plus. Mais beaucoup de nos anciens membres continuent la lutte avec des méthodes totalement différentes. Que pensez-vous de la jeune génération? Est-ce qu'elle partage vos idées? Ils sont de plus en plus nombreux à nous soutenir. Vous qui avez assisté à la marche russe, vous avez dû remarquer que la plupart des participants étaient des jeunes. Et nous sommes soutenus par des gens qui viennent de tous les milieux sociaux. Nous avons le peuple et l'opinion publique derrière nous. En fait,
Le discours public au cours de ces dernières années est devenu complètement nationaliste. On n'aurait jamais pu l'imaginer à l'époque. Aujourd'hui, ceux qui participent à nos événements sont une toute petite partie seulement de ceux qui nous soutiennent. Curieux paradoxe. Bobrov et ses néo-nazis auraient perdu la bataille de la rue, mais gagné celle de l'opinion. Je vais m'en rendre compte le lendemain. Balade au marché. Le marché Apraxin Dvor. Les visages sont méfiants. Azéris, géorgiens, arméniens. Ici, tout le monde parle russe, mais avec l'accent. C'est le cas de Firdaz, Férouz et Forkad, 3 immigrés, 3 frères. Ils sont nés à 4500 km d'ici, au Tadjikistan. Ils m'emmènent dans ce parc, où Firdaz a cru mourir. C'est ici. Le chemin était très étroit, avec de la neige de chaque côté. Je marchais seul quand ils sont venus à ma rencontre. Ils étaient 4. Ils m'ont donné un coup d'épaule, puis ont commencé à m'insulter. Ensuite, un des gars a sorti un couteau de sa poche et a voulu se jeter sur moi. Le temps que mes frères arrivent, j'étais déjà par terre, ici. On m'avait donné 8 coups de couteau. Puis mes frères se sont battus avec les Russes, qui ont fini par s'enfuir. Et puis on l'a emmené au dispensaire, là-bas. Et pourquoi ils vous ont agressé? Parce que je ne suis pas russe. Je suis un immigré. Ça se voit, non? C'était des nationalistes. Ils m'ont attaqué pour ça. Ils me criaient que la Russie n'était pas pour nous, mais pour les Russes. Qu'ils allaient la nettoyer, des mecs comme moi. Voilà ce qu'ils disaient. Ils me traitaient de cul noir. C'était une agression très violente, hein? Oh oui, très violente. Vous vous rendez compte? Ils me donnaient des vrais coups de couteau. Pas des coups de poing, non. Des coups de couteau, et plusieurs à la suite. J'ai des cicatrices. Ils voulaient tout simplement me tuer. D'ailleurs, ils l'ont admis pendant l'instruction. Ils ont dit oui. On voulait sa peau. Et vous pouvez me montrer une blessure? Oui, bien sûr, je peux vous les montrer. J'en ai encore une ici. Et plusieurs dans le dos. Ah, oui. Et 8 coups de couteau comme ça. Qui sont les agresseurs de Firdaz? Néo-nazis ou jeunes sans histoire? Ils se réunissent ici tous les samedis, très tôt le matin. Il y a une salle de sport là-bas. Vous voyez? Oui, c'est leur salle de sport. Ils y viennent tous les samedis pour s'entraîner. C'est là-bas, quelque part derrière ces bâtiments. Voici la salle de sport, le club du Diable Rouge. Beaucoup de jeunes et un entraîneur aussi musclé que méfiant. Il nous refuse l'entrée. Cet homme, c'est Roman Sentsov, champion d'un sport illégal en Europe, le free fight. 1,85 m pour 104 kg. Pour la boxe, ce serait un beau gabarit. Mais Sentsov ne fait pas de boxe. Au free fight, tous les coups sont permis. Poing, pied ou genou. L'arbitre laisse couler le sang. Un tournoi est programmé pour le surlendemain. Direction les quartiers nord. Immeubles récents et pelouses impeccables. Ici, les appartements coûtent cher. Le free fight séduit les classes moyennes. À l'extérieur du gymnase, une quinzaine de policiers.
À l'intérieur, une centaine de combattants. Ils sont à l'échauffement, comme n'importe quel sportif. Car oui, pas de doute, c'est bien un sport. Ce serait même bon pour la santé. N'est-ce pas, Michael? Nous faisons partie des gens qui se battent pour un mode de vie sain. Contre les drogues, l'alcool, les cigarettes. En gros, pour le triomphe du sport. Un esprit sain dans un corps sain. Enfin, il y a quand même ce tatouage 88. Un vieux code. 8, c'est pour la 8e lettre de l'alphabet, le H. 8-8 égale HH, c'est-à-dire Heil Hitler. Vous me demandez si les 2-8 c'est pour Heil Hitler? Non, non, ça n'a rien à voir. Ce sont les 88 commandements en fait, les commandements de la nature. C'est pas beau de mentir comme ça. Ça sert à rien de vous agglutiner pour les présentations. Vous vous mettez en rang, moi je passe le premier et vous me suivez. Avec des jeunes comme ça, c'est sûr que l'avenir du pays est assuré. Chacun de nous est prêt à se battre pour son pays, à défendre nos proches et notre famille dans les moments difficiles. Ici, on n'élève pas des sportifs, on élève des guerriers. Ici, l'essentiel n'est pas de participer, mais de vaincre. Les tatouages annoncent la couleur. Les free fighters se battent pour de drôles de drapeaux, de drôles de slogans. Celui-là, savoir, combattre, posséder. Celui-ci, vive le règne de la race blanche. Si le free fight est un sport, alors c'est un sport fasciste. Nous avons parmi nous plusieurs vétérans, des membres des forces les plus performantes et les plus prestigieuses de notre pays. Les Spetsnaz, on les applaudit. Encore plus fort, c'est un officier commando qui patronne la compétition. Bonjour à tous. Un immense merci à vous tous. Car c'est un vrai bonheur pour l'âme et pour les yeux de voir tous ces hommes capables de défendre leur patrie, de défendre leur famille, de défendre leur propre personne et leurs prochains. Merci. Scène surréaliste. Le vétéran distribue des médailles aux poussins. L'endoctrinement commence au plus jeune âge. Début des hostilités. Les victoires se font par abandon ou par chaos. Michael se prépare. Et c'est parti pour 3 minutes de combat. Michael l'emporte avec cet étranglement. Applaudissements. Je suis super content, j'ai gagné et je suis très content. Je suis toujours prêt pour le combat. Moi, je suis un combattant de rue. La différence avec les sportifs, c'est que nous, les combattants de rue, on est toujours prêts. Si on me réveille au milieu de la nuit ou qu'on vient me surprendre sous ma douche ou au milieu de mon petit déjeuner pour me dire « on se fait un combat », je répondrai toujours « d'accord, on y va ». Je comprends maintenant ce que voulait dire Bob Roff. Plus besoin d'être néo-nazi pour avoir des idées extrêmes. La société russe tout entière s'est radicalisée. Et Evgeny, le journaliste, a peur de ce qui pourrait suivre. L'état d'esprit général en Russie est le suivant. Il y en a assez de tous ces immigrés, virons-les.
Et si l'État n'y arrive pas, quelqu'un doit prendre le relais. Bon, quand les choses vont jusqu'au meurtre, les gens reculent. Tuer, c'est mal. Donner une correction, pourquoi pas. Mais tuer, non. Mais avec les extrémistes, c'est différent. Avec eux, ce qu'il faut craindre, c'est qu'ils aillent plus loin, qu'ils se mettent à faire des bombes. Espérons qu'Yevgeny se trompe. Dobrevitch, il y a Karine. C'est l'heure du départ. Avant de rentrer à Paris, je vais faire mes adieux à Natacha. Cette femme en deuil qui m'a tellement touchée. Elle m'attend chez elle, avec son avocat. Et ce qu'elle a à me dire est incroyable. Est-ce que vous avez été entendue par la police, Natalia? Non. L'enquête suit son cours et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans le dossier. On me cache tout. Vraiment, je ne comprends pas. Cela signifie qu'on lui refuse ce que lui octroie pourtant notre Constitution. En tant que partie civile, elle a le droit de savoir quelle mesure a été prise à l'encontre de l'inculpé. On refuse de nous donner une réponse claire à ce sujet, c'est vous dire. Et en tant qu'avocat, vous n'avez pas eu peur de prendre une affaire comme celle-là? Oui, bien sûr. Je vais réfléchir à ma réponse, car ça peut me coûter ma carrière d'avocat. Rien ni personne ne me garantit une protection au cas où j'aurai à subir des désagréments ou quoi que ce soit d'approchant. Cela pourrait commencer par, ce n'est qu'une supposition, mais disons par des écoutes téléphoniques. Et si ça ne suffisait pas, ça pourrait continuer avec des mesures de plus en plus corsées. Est-ce que vous avez espoir que justice sera faite? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a envie de croire qu'au moins une fois en Russie, justice sera faite. Mais j'en doute. Natacha fera-t-elle condamner les meurtriers de son mari? En tout cas, elle ne baissera pas les bras. Le simple combat d'une victime, à côté d'autres combats, d'autres victimes. Pour qu'un jour enfin la Russie devienne un état de droit. Pour qu'un jour enfin, la Russie n'ait plus tout à fait les mêmes faits divers.